Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La femme est au centre des préoccupations humaines depuis des temps immémoriaux. L'Antiquité semble, par l'idée qu'elle se faisait de la femme, avoir légué à d'autres siècles des poncifs dont les rémanences sont encore visibles dans le monde contemporain. En effet, la Rome antique considérait la femme comme un être immature quel que soit son âge et son statut matrimonial. Elle était sous tutelle de manière perpétuelle. À ce sujet, le droit romain sous la République était bien clair qui disposait que le pater familias détenait la patria potestas et de ce fait, femme et enfants lui étaient toujours attachés. Par le lien de mariage cum manu ou sine manu, la femme passait sous la tutelle de son mari qui remplaçait le pater familias défunt. Infantilisée, la femme tombait sous le régime des incapacités. Elle était privée de droit de vote, de représenter quelqu'un à un procès, de garantir une dette ou tout autre officium. Seul le mariage pouvait lui donner la possibilité d'obtenir le titre de mater familias. Ce titre lui revenait automatiquement, si elle avait enfanté. Aussi le droit romain réduisait-il la femme à son corps, et confortait l'idée de sa dépendance aux hommes qui l'entourent. Au regard de ces dispositions, une certaine culture infantilisant la femme s'est constituée et consolidée sur fond de la tradition, mieux, ce que l'on nomme mos maiorum. Ce qui a conduit à considérer que la femme est une quantité négligeable. Elle ne compte presque pas lors de grandes décisions à prendre. Du fait de ce verrouillage systématique de l'espace de vie, la femme a dû trouver d'autres voies pour se faire valoir, l'éducation des enfants et surtout des princes, le contrôle de la succession au trône, la vente de ses charmes et l'empoisonnement des hommes de la classe dirigeante. Ce comportement a fait qu'elle devienne objet de surveillance accrue. Elle ne peut rien entreprendre sans requérir l'avis de son mari ou de son tuteur. Ainsi, la femme de la classe noble entreprend-elle la lutte en vue de la reconnaissance de ses droits car elle a compris qu'elle devait vivre et compter parmi les êtres humains. Mais hélas, elle se trouve face à une vision sociale phallocratisée et hostile à son émancipation au point que ses initiatives se heurtent à une censure organisée au nom des bonnes mœurs. L'on a cru en l'évolution du discours à partir du moment où les mouvements féministes se sont multipliés, et la cause de la femme prise en charge par une branche spécialisée de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et que des mesures de protection et de promotion de la femme et de la jeune fille ont été promulguées. Il sied de noter toutefois, qu'entre le discours officiel et la vie quotidienne existe une grande marge. Certaines coutumes continuent à considérer la femme comme une doublure, et lui assignent les travaux ménagers et la garde des petits-enfants. Le comble de tout est que cette attitude est prise en charge par certaines théories psychocliniques, qui s'appuient sur la psychanalyse sexualiste de Freud. Elles fondent en raison la différenciation sur la base des sexes et confortent, pour ainsi dire, la marginalisation de la femme. À ce sujet, il y a un paradigme culturaliste qui dispose. 1 degré La femme est essentiellement nature. Elle est intuitive et comprend d'abord par le cœur. 2 degrés Au niveau de la volonté, elle vise d'emblée la fin, sans trop se préoccuper des moyens. 3 degrés La femme est beaucoup plus sexuée que l'homme, son sexe est beaucoup plus diffus, partout répandu et présent. Elle est beaucoup plus liée au cosmos que l'homme dans ses rythmes vitaux. 4 degrés L'homme a un sentiment, une sensation. La femme est sentiment, sensation, douleur, amour. L'homme donne, la femme est don. 5 degrés L'homme figure le temps, alors que la femme figure l'éternité dans le temps. Elle voit davantage les choses dans leurs termes et leur achèvement, que dans leur déroulement. Mais à partir du moment où l'on sait que la culture est un fond constitué de ce que l'on a reçu des anciens, de ce que l'on a appris par expérience, de ce que l'on a lu et entendu, il n'y a pas de raison de résister aux inférences que Robert Ekele tire en ces termes. La culture fournit un cadre qui demeure relativement immuable dans une ère géographique donnée. De ce fait, elle est à la base de la structuration psychique. Elle est le contenant de l'individualisation du fait qu'elle lui permet de se développer. Elle lui assure de défense contre la solitude et l'angoisse de perte de l'objet. Elle lui fournit des modes de résolution des conflits. Elle structure la représentation par la langue, le rapport à l'autre, la différenciation sexuelle et la différence des générations. Elle est, pour tout dire, le filtre pour saisir la réalité. La culture participe donc à la structuration de l'identité de la personne et à ses élaborations théoriques. Dans ce contexte,
Rien d'étonnant que les attitudes et comportements soient conformes aux idées reçues et que l'agir soit fonction d'un style de vie dont le socle est composé des convictions fondamentales, des préjugés, de la vision individuelle du monde, du projet de vie. Les hommes aiment les femmes et celles-ci se sentent exister, se réalisent à travers cette attention affectueuse. Ce qui donne raison à ceux qui pensent que la nature a pourvu chacun d'un pouvoir magnétique tel que les s'attirent et fusionnent. Voilà que le jour de la femme, le 8 mars, donne accès à un débat controversé. L'ONU, qui a institué cette journée mondiale, a permis aux femmes de tous les pays de se sentir respectées et honorées. Elles organisent des défilés, où elles paradent habillées en pagne frappé à l'effigie de la femme et marquée de l'inscription Journée mondiale de la femme le 8 mars. C'est une journée festive et la jeune fille y est associée. Des critiques fusent de toutes parts car en marge du défilé, la journée se mue en occasion de boire, de s'offrir une partie de loisirs et de plaisir. Ainsi, libre cours à la libido, charme, sexe, orgie sont à l'honneur au rendez-vous. Le pouvoir public interdit les défilés, et la vente du pagne y afférent n'a rien de contraignant. Les femmes de tête opinent dans le sens de soutien vis-à-vis de la mesure prise par l'autorité, et insistent sur le sens à donner à cette journée. Elles réclament une formation-éducation de la femme et la jeune fille. Ce qui conduit à ce questionnement: quelle idée le pouvoir public a-t-il de la femme? La femme congolaise, quelle idée a-t-elle d'elle-même? L'on est en face d'une question préoccupante pour les esprits bien pensants. Cependant, une lecture synchronique du phénomène donne lieu à une compréhension contextualisée dont les femmes elles-mêmes stigmatisent la partialité. C'est toujours le point de vue de l'homme qui prévaut, soutiennent les femmes. Ce qui n'est pas toujours faux. En fait, le regard porté par les hommes sur les femmes dessine souvent des clichés défavorables à ces dernières. Le discours littéraire distille dans la mémoire collective la polarité. Les femmes et esclaves, femmes romaines et étrangères, femmes et exclues de la société. Il n'est toujours pas rare de rencontrer des auteurs qui tracent des portraits flatteurs et élogieux des femmes. Aussi les contributeurs à cet ouvrage, latinistes et professeurs de latin, ont-ils trouvé bon de lire les textes latins afin de comprendre et retrouver les éléments explicatifs du phénomène mis en exergue aujourd'hui. Les études récentes menées par les femmes dans ce vaste domaine de la littérature font découvrir une photographie de la femme plurielle, Mambwini, 2018, 7. Les portraits réalisés par Tite Live révèlent le dessein même de l'historien. Pour lui, l'histoire donne l'occasion de mettre en exergue la conscience romaine. Elle a pour fonction de retourner aux sources profondes des valeurs humaines et politiques. Les portraits faits avec des touches successives révèlent le personnage au fur et à mesure. Cela est visible dans le portrait de Clélie ou le discours de Caton. Caton est décrit comme le défenseur des mœurs anciennes. Il remet en exergue les lois dirigées contre elles, principalement celles qui prescrivaient à la femme de rester à son foyer et de se consacrer entièrement à ses occupations domestiques. Ces lois marquent la dépendance juridique de la femme, toujours considérée comme mineure. Toutefois, à l'époque de Caton, le contraste est criant entre le cadre juridique et le comportement des femmes romaines. Les femmes considéraient la lex oppia promulguée quelques années plus tôt, 20 ans de la tenue de ce discours de Caton, comme une innovation juridique contraire au droit, ius. Elles protestent contre le maintien d'une loi qui devait être provisoire et dont elles réclament l'abrogation. Caton trouve la chose scandaleuse, puisqu'elles s'emparent du pouvoir, se faufilent dans la place publique et prennent part au débat des comices. Les élégiaques, quant à eux, expriment leurs propres sentiments. Ils disent « je ». Le poète parle en son propre nom, fait ses confidences et met son cœur à nu. Le précurseur de ce courant, c'est Catulle, qui développe fortement le thème de l'amour, de la souffrance et de la mort. Lui-même avait chanté l'amour-passion de Lesbié, une femme de l'aristocratie romaine. Les trois poètes qui représentent l'élégie romaine sont Tibulle, Properce et Ovide. Tous trois chantent la paix et l'amour, en opposition à la poésie épique, héroïque. Ils dédaignent par le fait même le luxe et l'ambition. Ils exaltent l'amour et en tracent des tableaux de réalisme sans complaisance. La passion amoureuse est un esclavage, source d'amertume et de tourments plus encore que de plaisir et de joie. Sont-ils sincères dans l'expression de ces sentiments ou se semble une simple fiction littéraire? Pour Florent Babaapou Kabilayi, la femme est le résultat d'un travail de figuration effectué par les poètes élégiaques. Ceux-ci sont mus par les sentiments amoureux si bien qu'ils chantent la femme imaginaire proche d'une divinité. José Mambwini, lui,
dans une double lecture de la satire Véi de Juvénal, relève que la femme de l'aristocratie impériale est une belle infidèle qu'une écriture caricaturale prend en charge. Elle attire par son charme et repousse par son caractère. Son instruction qui frise le pédantisme, son attrait à la libido et sa beauté fardée la rendent hautaine, invivable et immorale. Elle parle en grec et exhibe sa culture littéraire. Elle corrige les fautes que commettent les hommes à chaque occasion. Elle est férue de sport, elle trahit l'idéal de la bona matrona. Elle est détestable du fait qu'elle marche sur les bonnes mœurs. Relisant deux lettres de Pline le Jeune, Jean-Baptiste Nsouka retient à partir d'une opposition binaire, les femmes effacées et les matrones énergiques, les femmes humaines et pleines de vertu. Elles sont d'un altruisme qui les hisse en modèle. À partir de deux textes de Tite Live, Dadi Mpadi et Dany Bissa présentent une jeune fille de la Rome républicaine, Clélie. Celle-ci fait montre d'un courage exceptionnel. En effet, livrée à Porséna comme otage pour libérer Rome, Clélie va s'enfuir de manière spectaculaire en traversant le Tibre à cheval. Cet acte va pousser Porséna à libérer tous les autres otages qu'il y avait chez lui, et à signer un traité de paix avec Rome. De plus, elle va s'engager à revendiquer les droits de la femme suspendus par la Lex Oppia. Dans un contexte où tout est pensé et réalisé en fonction de l'homme, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une démarche héroïque. José Mambouini lit et commente Tacite dans les Annales 12. Il retient que les femmes de la domus impériale sont ambitieuses. Elles allient la sexualité à l'intelligence pour se frayer un espace dans la gestion de l'empire. C'est le cas d'Agrippine Minor qui, par ses calculs, empoisonne le prince et écarte l'héritier présomptif pour enfin promouvoir son fils Néron. Calculiste, ambitieuse, Agrippine se mêle de pouvoirs politiques qui relèvent du domaine purement masculin. Elle est donc vicieuse et symbolise la corruption des mœurs à Rome sous l'Empire. Signalons, pour terminer, que les textes ainsi commentés dans cet ouvrage collectif figurent dans beaucoup de programmes de latin en terminale littéraire dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. Cela dit, c'est plus aux enseignants, aux étudiants latines et aux amoureux de la culture latine que cet ouvrage est plus destiné. Chapitre 1 – Les élégies et la figuration, de la femme à Rome, par Florent Baapu Kabilaï. 1. En guise de préambule. Les femmes dont il est question dans cet article sont celles qui ont eu un rôle bien marqué dans la cité romaine. Elles ont appartenu au grand monde et ont eu suffisamment d'aventures amoureuses au point de devenir des types ou des prototypes d'un certain mode de vie. La littérature de cette époque-là s'était préoccupée de présenter de cette femme une image qui fût le plus proche de la réalité. Elle en avait fait des figures qui ont été par la suite reprises par d'autres littératures et d'autres légendes. D'où la figuration littéraire. Comme concept opératoire, figuration a déjà été définie à d'autres occasions. Il sied, toutefois, d'ajouter que figuration relève des procédures de poétisation des textes tant oraux qu'écrits. De ce fait, c'est un concept qui participe de la démarche esthétique et qui donne une forme agréable, élégante au texte. Il marque le souci de l'artiste de se rapprocher poétiquement de la perfection, du réel, de l'idéal. C'est donc une des ressources dont disposent les artistes et les critiques dans leur pratique du texte et autour du texte. Ici, il est manipulé, utilisé dans le cadre de la lecture rhétorique des textes littéraires. Celle-ci tient de la réception des textes littéraires compris comme œuvres d'art. Elle met au centre de ses préoccupations la beauté du texte lu, et entend analyser les éléments constitutifs de cette création comme source du charme et du plaisir que l'on éprouve en lisant le dit texte. La question de la beauté est étroitement liée à la philosophie, et elle est prise en charge par l'esthétique. À son sujet, des auteurs comme Platon, Aristote et Cicéron sont souvent évoqués puisqu'ils permettent une perception organique du beau. Les deux premiers sont restés beaucoup plus philosophes et le dernier, lui, rhétoricien. Le beau philosophique et celui de la rhétorique se rejoignent dans le texte proféré ou rédigé. Et le texte qui est perçu comme un tout est passible de cette réception esthétique. La description de la femme implique aussi celle de l'espace où elle se trouve rapprochée ou éloignée. Ce qui correspond à la volonté de partager les sentiments, les sensations et surtout les ressentis du locuteur, ce jeu poétique. C'est tout ceci qui participe de la construction de l'idiosyncrasie, et du plaisir de lire un texte dont le contenu est d'une vraisemblance avérée.
Du fait qu'il s'agit de la poésie latine, il est convenable de dire un mot sur elle et de la situer en rapport à la situation générale de l'activité poétique à Rome. La poésie latine a, sous l'influence de l'hellénisme, retenu la comédie, la satire et la tragédie comme genre poétique majeur. Par la suite, elle a, du fait de la contaminatio, domestiqué ces genres en leur donnant la couleur locale conformément à l'esprit romain profondément aristocratique. Avec l'avènement de l'alexandrinisme, la poésie a connu un nouveau moment marqué par ce que l'histoire de la littérature latine a appelé la poésie légère. Celle-ci comporte les genres comme l'ode, les épigrammes, l'épilion, l'épithalame, les élégies, etc. Relativement à l'élégie latine, il convient de reprendre ces propos de Aguillemin qui dit « Elle, l'élégie, a su en termes éternels et pourtant simples, exprimer la passion à l'heure même où elle se produisait, en pleine sincérité, entraînant dans son expression le milieu social et même matériel dans lequel prenait naissance. » Et d'ajouter « Le poète élégiaque se replie sur soi-même, expose ses espoirs, ses craintes, ses déceptions. Il se complaît aux plaintes, aux regrets du passé. Ses accents révèlent une sentimentalité rêveuse, efféminée, souffrant des réalités de la vie, parce qu'elle n'a pas encore acquis cette maturité qui donne l'énergie nécessaire pour s'adapter à l'existence et au monde en un sain équilibre de cœur et d'esprit. » Déjà, l'histoire de la littérature latine renseigne que la question de la femme a préoccupé les auteurs latins, poètes et prosateurs depuis les origines. Ceux-ci en ont fait l'objet de descriptions tant physiques que morales ou spirituelles. Ses fonctions sociales ont été mises en évidence et ses abus fortement critiqués. Les jeunes filles ou femmes de naissance libre comptent parmi les principaux personnages de la fabula palliata. Les courtisanes coquettes et avides rivalisent d'ardeur du fait de leur charme, de leur grâce et de leur distinction. Les matrones, elles, sont acariâtres, importunes, bavardes et dépensières sous la plume d'un Titus Maxus Plotu. Aussi des noms comme Alcmène, Palaestra, Sélénium sont-ils mis en évidence. Chez Terence, les courtisanes font preuve de vertu et de générosité au point que Bacchie, celle qui en est le prototype, ramène un mari volage à sa femme. Les jeunes filles sont charmantes, belles et pleines de fermeté. Avec la fabula Togata, les rôles de femmes semblent prédominer sur ceux d'hommes. L'on cite Glycère, une esclave venue d'Andros, Philomène, fille de Crémès, riche citoyen d'Athènes, Sostrata, mère de Pamphile prise en mariage par Missionne sous contrainte assortie de coûteuses libéralités, Calydie, la joueuse de flûte. La peinture des personnages féminins attestée sous la plume de Virgile mérite attention. Quand il s'agit de Lavinie, les traits sont insignifiants alors qu'ils sont un peu fades concernant Venus. Toutefois, sous la même plume, Amata est une mère violente et une épouse autoritaire. Camille est une vierge guerrière. Elle est à la fois audacieuse et naïve, parée de toutes les grâces virginales. Andromaque est une veuve inconsolable dont la délicatesse est sans pareille. Junon, elle, est un mélange de haine vindicative, d'orgueil farouche et de majesté formidable. Didon est une victime touchante et fière qui incarne toute la noblesse et toute la passion de l'âme féminine. Les études consacrées à cette thématique sont nombreuses. Il y a lieu de s'attarder sur le numéro 4 de la Revue africaine des études latines, pour constater la diversité de vues sur la femme à Rome selon les auteurs et les genres littéraires étudiés. En effet, les contributeurs à ce volume ont suivi les traces laissées par les auteurs latins tant prosateurs que poètes. Ainsi, l'on peut lire sous la plume de Jean-Baptiste Nsouka les femmes catégorisées en deux. Les vertueuses et les vicieuses dans les lettres de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.